Merci, merci Véronique, merci pour votre invitation et je dois vous dire que je partage tout à fait l'émotion que Véronique a exprimée dans son mot et vraiment c'est un grand plaisir pour moi de venir parler un petit peu des statines et au-delà de ça c'est extrêmement intéressant pour nous en tant que médecins de pouvoir échanger avec une association de patients parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait mal, qu'on ne fait pas assez, et c'est quand même extrêmement important d'avoir votre retour en tant que patient. Alors, en fait, l'objet de cette présentation, c'est de discuter un petit peu sur la crise des statines, parce que donc le terme, la question est-elle toujours d'actualité? La réponse, elle est simple. Elle est encore plus caricaturale pour vous, ayant une hypercholestérolémie familiale, puisque, comme vous le savez, en gros, les études ont montré qu'en l'absence de statine, le risque de faire un accident a été multiplié par 13 par rapport à la population générale, et que lorsqu'il y a une statine qui est prise tôt dans la vie, le risque devient à peu près le même que celui de la population générale. Donc il y a un effet dans l'hypercholestérolémie familiale qui est totalement caricatural. Et donc cette crise peut vous paraître extrêmement choquante, cette crise médiatique peut vous paraître extrêmement choquante parce que vous êtes la caricature, je dirais, des gens qui bénéficient plein pot du traitement par statine. Et je pense que c'est intéressant en fait d'aller un petit peu au-delà et d'essayer de comprendre comment une crise comme ça peut arriver, parce qu'au fond, ça peut aussi être un outil pour réfléchir aux arguments auxquels on a à répondre. Alors, je voulais juste vous faire un bref rappel historique parce que quand on travaille sur la crise des statines, il y a une analogie ou des analogies qui sont absolument frappantes avec la crise qui se passe autour des vaccins, où finalement c'est exactement le même mécanisme. Alors, l'historique des statines, c'est intéressant pour comprendre parce que dans toutes ces grandes crises médiatiques, les sociologues parle de théorie des micro-signaux. Et en fait, en regardant l'histoire des statines, l'histoire des vaccins, on comprend comment la crise a pu émerger. Donc, en quelques mots, l'histoire des statines, donc, elles ont été découvertes dans la levure, dans les champignons, en 1976. Donc, vous voyez que ça commence à dater un petit peu. Elles ont été mises sur le marché en 1989 en France. Donc, comme toujours, c'est une bonne dizaine d'années de développement. Et au départ, donc, ces médicaments ont été mis sur le marché pour faire baisser le cholestérol. Et en fait, il y a eu un espèce de coup de tonnerre totalement inattendu en 1994, puisqu'il y a une grande étude qu'on appelle l'étude K13, qui a comparé donc, le bénéfice, enfin, l'effet des statines par rapport à un placebo chez des personnes qui avaient... Vous m'entendez si je parle comme ça? Donc, une étude qui a comparé chez des patients qui avaient fait un infarctus et qui avaient un cholestérol élevé, une statine par rapport à un placebo. Et il y a eu une baisse absolument spectaculaire, non seulement de l'infarctus du myocarde, mais aussi de la mortalité. Donc ça a été une surprise totale, d'autant plus qu'à l'époque, il y avait énormément de discussions autour du rôle même du cholestérol. En 2001, donc, étude qui a surpris tout le monde par l'ampleur du bénéfice, en 2001, il y a une statine qui a été retirée du marché en raison d'effets secondaires musculaires graves. Donc on pourra parler de ça si vous voulez, mais ensuite, donc 2007-2013, il y a eu la réplique des études K13 avec des patients qui avaient de moins en moins de cholestérol, etc. Et donc toute une série d'études toujours positives, toujours les mêmes résultats, qui ont fait que progressivement, on a traité le cholestérol de plus en plus bas. Et puis, l'industrie pharmaceutique qui est assez puissante, en fait, les premières statines étaient peu puissantes, et puis les autres statines qui sont arrivées après étaient plus puissantes. Et les industries pharmaceutiques qui commercialisaient des statines peu puissantes ont fait tout un programme d'information pour expliquer qu'en fait,
il devait y avoir ce qu'on appelle des effets pléiotropes, c'est-à-dire que les effets des statines n'étaient peut-être pas expliqués que par la baisse du mauvais cholestérol, mais par autre chose. Et donc ça a beaucoup brouillé les cartes, parce qu'il y a beaucoup de médecins qui se sont dit, ah ben, peut-être que l'effet ne passe pas que par le cholestérol. Et à cette époque, donc, les statines ont été accusées de surutilisation et ont été effectivement probablement surutilisées en raison de l'importance du bénéfice et de la faiblesse des effets secondaires. Alors il n'y a jamais vraiment eu d'études bien faites pour démontrer cette surutilisation, mais en gros on peut effectivement penser qu'il y a beaucoup de personnes qui prenaient des statines pour des niveaux de cholestérol très faibles, qui auraient pu simplement bénéficier de recommandations diététiques. À cette époque de surutilisation, les statines étaient encore chères, et donc derrière tout ça, il y avait un problème économique, et c'est pour ça que l'Agence du médicament a aussi répondu en disant attention à cette surutilisation. Et puis ensuite, vous avez eu la commercialisation des génériques, avec la disparition du problème de coût, du problème économique, et la crise médiatique en 2013. Donc voilà un petit peu l'historique. Et ce qui est intéressant, c'est, je vais être rapide, mais si on fait l'analogie par rapport au vaccin, l'étude K13, ben, c'est Pasteur qui sauve des vies, et puis progressivement le vaccin qui devient général, généralisé, obligatoire, et globalement, pour le public, quelque chose d'obligatoire, de général pour tout le monde, est très mal vécu. Alors, les statines, en gros, comme tous les médicaments, il y a ce qu'on appelle le rapport bénéfice-risque, et ce qui est intéressant, c'est que ça n'est jamais bien expliqué dans les médias. C'est-à-dire qu'on ne parle ou que des bénéfices ou que des risques, mais il n'y a jamais cette approche un petit peu subtile qui permet de bien comprendre qu'il y a des risques et il y a des bénéfices. Et le bénéfice, c'est clairement la diminution des événements cardiovasculaires, donc une diminution qui est à peu près de 30%. Il y a tellement d'études qui ont montré la même chose que ça ne peut pas être discuté. Et puis les risques, c'est le coût économique qui a beaucoup baissé, c'est la charge d'un traitement chronique. Et pour moi, ça c'est un concept qui est intéressant. Donc en anglais, ça s'appelle la disutility, mais c'est simplement que prendre un traitement tous les jours, et vous êtes évidemment beaucoup mieux placé que moi pour le savoir, mais prendre un traitement tous les jours, surtout quand on est jeune, c'est difficile et c'est un vrai effort. Et puis, il y a les effets secondaires qui sont relativement rares mais qui sont possibles, et donc ça, ce sont les inconvénients. Alors, la grande caractéristique des statines, comme beaucoup de traitements qu'on a en prévention, c'est que le bénéfice des statines augmente quand on a un risque de faire un accident élevé. Le risque des statines, il est stable, quel que soit le risque. Donc en gros, vous comprendrez bien et assez facilement que lorsqu'on est dans une situation de risque élevé de faire un accident cardiovasculaire, eh bien les bénéfices sont écrasants par rapport aux inconvénients. Lorsqu'on est au contraire dans une situation de faible risque de faire un accident, eh bien le risque de prendre le traitement devient proche du bénéfice et donc il n'y a pas de justification à prendre un risque. Donc là, on met sa ceinture de sécurité quand on a trop bu et qu'on roule trop vite, et là, on met sa ceinture de sécurité quand on regarde un match de foot dans son fauteuil. C'est un peu caricatural, mais c'est un peu ça. Et donc, effectivement, vous comprendrez bien qu'il peut y avoir des réactions négatives lorsqu'il y a une surutilisation dans un contexte de risque faible. Alors, ça a été beaucoup modélisé, mais c'est juste pour vous donner quelques chiffres. Il y a des articles qu'on peut vous faire passer, mais en gros, quand le risque de faire un accident est de 20% à 20 ans, c'est-à-dire si je prends 100 personnes qui ont un risque élevé, il y en a 20 qui vont faire un accident dans les 10 ans. Eh bien, il faut traiter, suivant les niveaux de cholestérol, entre 11 et 20 personnes pendant 5 ans pour éviter un événement. Donc, si vous prenez ceux qui ont un risque élevé et un LDL cholestérol élevé, il faut traiter 11 personnes pendant 5 ans pour éviter un événement. Donc c'est une rentabilité de l'intervention qui est extrêmement élevée. Si au contraire vous prenez des personnes qui ont un risque 4 fois plus faible, en bas 5%, et un cholestérol qui n'est pas élevé, eh
eh bien, vous voyez qu'il faut traiter 100 personnes pendant 5 ans pour éviter un événement. C'est-à-dire qu'on va exposer 99 personnes à un traitement pour rien. On voit très bien que dès qu'on a un risque élevé, comme dans l'hypercholestérolémie familiale, il y a un bénéfice qui est absolument spectaculaire. Par contre, dans le bas risque, eh bien, les choses sont bien sûr différentes. Alors il y a un contraste saisissant entre toute une série de publications qu'on pourra vous distribuer si ça vous intéresse, qui montrent quel est le bénéfice des statines, et puis cette crise médiatique. Alors, quand on réfléchit, il y a à la fois des publications scientifiques et absolument 100% des pays dans le monde recommandent l'utilisation des statines à peu près de la même façon. Que ce soit en Europe ou aux États-Unis, par exemple, il y a un consensus absolu pour dire que tout le monde avec un LDL cholestérol au-delà de 1,90 g doit prendre une statine. Donc c'est 100% des pays qui font des recommandations. Et les recommandations, par exemple les recommandations françaises de l'HAS, c'est fait par l'Agence du médicament qui quand même a pour objectif avant tout de veiller à l'économie et d'éviter de dépenser trop de sous. Malgré ça, ils émettent des recommandations fortes pour prendre des statines dans les conditions de haut risque. Alors je vais passer assez vite là-dessus parce que je ne veux pas... Ce qui est intéressant dans l'évolution actuelle, c'est que on peut modéliser, voir non seulement l'effet des médicaments dans des grandes études en comparant par rapport à un placebo, mais on a des facteurs génétiques qui miment l'action des médicaments. Donc ce n'est pas des médicaments, mais des facteurs génétiques qui font la même chose que ce que font les médicaments. Et ces facteurs génétiques qui abaissent le mauvais cholestérol entraînent une baisse proportionnelle du risque de faire un accident. Donc ça montre qu'il y a une cohérence extrêmement forte entre ce que nous montre la génétique et ce que nous montrent les études des médicaments. Alors la crise médiatique, c'est un peu mon interprétation, mais c'est une série d'interactions avec les mis la mèche, l'explosif, l'explosion et les dégâts, les conséquences de la crise médiatique. Donc je vais juste parler un petit peu de ces 4 étapes. La mèche, donc c'est beaucoup ce qu'on appelle les complotistes activistes. Je vais vous dire un mot de ces complotistes activistes. Une des grandes caractéristiques des complotistes, c'est et la première étape du complotisme, c'est de faire passer des faits pour des opinions. Donc c'est la première façon d'ébranler les choses, c'est-à-dire qu'on transforme des faits en opinions. L'explosif, c'est un peu ce que je vous ai dit sur l'historique des statines, avec un effet totalement spectaculaire, puis une statine qui est retirée du marché. Donc ces espèces d'extrêmes dans l'histoire. Les vaccins, vous savez qu'il y a eu une publication qui a montré que les vaccins pouvaient provoquer l'autisme. Donc c'était une fausse publication, mais pareil, c'est un bénéfice spectaculaire, puis en fait une critique ou une étude contraire. La plupart des crises médiatiques sont des crises qui surviennent sur des paramètres qui concernent tout le monde. Il y a très peu de crises sur des choses très spécialisées. Donc le cholestérol, pas familial bien sûr, mais le cholestérol en général, tout le monde se sent concerné. Donc déjà c'est facile de faire apparaître une crise sur ce domaine-là. Alors l'explosion, c'est le rôle des médias, bien sûr, mais la caisse de résonance du grand public, parce que s'il n'y avait pas ce qu'on appelle la caisse de résonance du grand public, il n'y aurait pas de crise et les médias ne feraient pas d'articles sur les statines. Et puis les publications récentes donc, sur les dégâts, je vais juste vous montrer en France ce qui a été analysé sur la base de la sécurité sociale. Alors, l'explosion, en fait, il y a un phénomène qui, c'est vraiment une explosion parce qu'il y a aussi des intérêts très forts dans la crise. Les éditeurs de livres, si vous faites un livre en faveur des statines, personne ne va l'acheter. Si vous faites un livre en disant que les statines tuent, c'est sûr que vous faites à peu près 300 000 € de bénéfices. Donc les journalistes qui vivent grâce au scoop, sans scoop, c'est compliqué de vendre des journaux. Il y a tout un mouvement, ça on peut en parler, de médecine parallèle, avec parfois des dérives sectaires.
naturopathes, etc., qui sont très anti-statines. Il y en a qui font très bien leur boulot, mais il y en a qui, au passage, sont très anti-statines. Et puis, donc, l'HAS qui peut aussi jouer un rôle. Alors, juste un mot des complotistes, parce que c'est intéressant et que ce qui se passe sur les statines, ça peut faire réfléchir aussi sur d'autres crises, dans d'autres domaines. Ce sont des gens qui ont des traits de personnalité bien spécifiques. Il faut faire une histoire qui doit apparaître dans son ensemble cohérent. C'est toujours comme ça. C'est une belle histoire. Même s'il y a des tas de choses fausses, on fait apparaître une espèce de cohérence dans les faits. Il y a toujours dans ces histoires de complotistes un détail. Donc vous avez par exemple le petit bout de papier qui tombe au cours de l'arrestation, qui fait qu'il y a un truc bizarre. Le détail donc, qui est inexpliqué et qui permet de bâtir l'idée d'un complot. L'élément clé donc, de la mécanique, c'est ce que je vous ai dit, c'est de faire passer des faits pour des opinions. Et l'élément aussi important, c'est que le complotiste apparaît toujours sous un jour normal. Cardiologue au CNRS, par exemple, doyen d'une faculté au hasard. Donc ça, c'est un élément important, c'est pas quelqu'un qui est à part. Alors, juste, parce que les complotistes, donc c'est... il y a un ensemble de caractéristiques... voilà. Un ensemble de caractéristiques, comme ça j'aurai un peu de voix à la fin, avec des gens qui ont des problèmes d'insertion, des gens qui ont une grande fréquence de traumatisme infantile, souvent des niveaux socio-économiques plus faibles. Bref, dans le complotisme, il y a toute une série de caractéristiques, donc je vais aller assez vite. Mais il y a surtout un très fort pourcentage de gens qui considèrent qu'on ne peut pas compter sur un ami, qu'on ne peut pas parler à un proche quand il y a un problème, et qu'on ne peut pas compter sur un proche en cas de problème. Voilà. Donc ici, ce n'est pas le cas, parce que vous avez l'association et vous êtes sûr que vous pouvez compter sur un aide en cas de problème, et donc vous n'êtes pas des complotistes. Alors, juste l'explosion et le rôle des médias, qui est quand même très délétère, et qui a été très délétère dans cette crise des statines. Actuellement, les médias ne vérifient très peu les sources, leurs sources. Deuxième chose, c'est qu'il y a une immédiateté de l'information, donc peu importe ce qui va se passer après, ce qui compte, c'est de faire comme les autres. Il y a une crise des médias importante qui explique la nécessité du scoop à tout prix, même au prix de la qualité de l'information. Il y a le nombre de scientifiques médecins dans les médias par rapport à une vingtaine d'années été divisé par 4. Donc ce sont beaucoup des journalistes généralistes et il n'y a pas de scientifiques. Donc du coup, ils ont du mal, s'ils vérifiaient les sources, ils auraient du mal à savoir effectivement le vrai du faux. Et puis il y a une forme de toute puissance. Par exemple, au niveau de la loi, véhiculer une idée fausse, même volontairement, n'est pas puni par la loi, sauf circonstances particulières. Donc il y a des circonstances très précises, par exemple quand ça favorise une activité terroriste ou que c'est une atteinte à un candidat. Mais sinon, même si délibérément vous dites quelque chose de faux, en tant que journaliste, ça n'est pas répréhensible. C'est quand même intéressant. Et il y a cette hypocrisie majeure dans le droit de réponse, puisque je peux vous dire par exemple, c'est alors complètement hallucinant, on a toutes les sociétés savantes, sociétés de cardiologie, d'athérosclérose, avaient préparé une réponse quand il y a eu la crise, elle n'a pas été publiée. Donc le droit de réponse, c'est quand même une vaste hypocrisie. Alors on critique trop facilement les journalistes alors qu'ils scoopent en 4 pour nous informer. C'est un joli petit schéma qui résume ce que je vous ai dit. Alors, il y a des tas de choses intéressantes quand même à savoir, parce que je pense que à la fois il ne faut pas non plus critiquer de façon excessive les médias, mais aussi être capable de faire attention aux informations. Donc je pense que je ne sais pas si vous êtes au courant de cette étude qui a été faite par Bohannon, qui en fait a montré qu'il a fait publier une fausse étude dans des journaux scientifiques, et cette fausse étude, tout le monde aurait eu envie de la croire, puisque c'était que manger du chocolat entraînait une baisse de poids.
je vous dis le rêve, cette étude a été publiée, elle a été reprise massivement par les journaux grand public. Donc, en fait, un individu isolé, donc c'était pour une étude, est capable de faire passer à très large échelle un message totalement faux, qui est que le chocolat, malheureusement, ça ne fait pas perdre de poids. Et donc, voilà, c'est un des exemples, il y en a beaucoup, qui montrent qu'en fait, on peut très facilement faire passer des fausses informations. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'expérience de Boano. Alors, le public en tant que caisse de résonance, il y a 5 points intéressants. Et donc, je travaille beaucoup avec Jocelyn Rhodes. Jocelyn Rhodes, c'est un sociologue qui est spécialiste des crises, et notamment des crises autour de l'alimentation. Donc, il y a certaines phrases que j'ai reprises de lui, et en l'occurrence la première. L'attention de nos concitoyens est passée pour l'essentiel des risques naturels, comme les épidémies, aux risques manufacturés, c'est-à-dire aux risques produits par les activités humaines. Et donc il y a toute cette vague qui est de rejet de tout ce qui est industriel en faveur de ce qui est naturel, joue un rôle et explique en partie cette notion de caisse de résonance vis-à-vis d'une crise autour du médicament. Il y a une défiance croissante vis-à-vis des institutions et des scientifiques. Donc vous avez ici quelqu'un qui parle en face de vous, qui est pourri. Et donc les scientifiques ne sont plus considérés comme crédibles, en tout cas moins qu'avant. Il y a une évolution très forte du marché, ce qu'on appelle le marché cognitif et des médias sociaux, qui favorise l'expression des conspirationnistes et la viralité de l'information. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par le biais des réseaux sociaux, donc une information peut aller très très vite et devenir, donc c'est le terme actuel, virale. Quatrième point, c'est qu'il y a un rejet de la notion de prévention de masse. C'est vrai pour les vaccins, c'est vrai pour l'alimentation. Et donc la notion, par exemple, qu'il faudrait que tout le monde prenne une statine à 50 ans, peu importe que ce soit vrai ou pas, c'est pas le problème. En tout cas, ça, c'est rejeté par le grand public. Donc, ce que veulent savoir les gens, c'est est-ce que c'est bien pour moi? Moi, le reste, c'est pas mon problème. Donc, la notion de prévention de masse, même si elle est compréhensible, est rejetée globalement. Et puis enfin, il y a, et là je vais aller un peu plus vite, il y a toute une complexité sur la sociologie du cholestérol, puisque au niveau du grand public, finalement, le cholestérol, alors c'est pas votre cas, mais le cholestérol est mal compris, le cholestérol, il y en a du bon, il y en a du mauvais, s'il y en a du bon, c'est que c'est pas si mauvais. Et donc il y a une mauvaise compréhension du cholestérol dans le grand public. Et puis il y a aussi une sociologie des maladies cardiovasculaires, puisque aujourd'hui, les maladies cardiovasculaires restent fortement associées à la notion de fatalité. Et le corollaire de ça dans le grand public, ce qui n'est évidemment pas votre cas, c'est que fatalité, ça veut dire absence de prévention. Donc finalement, quand on interroge les Français, c'est ce qu'on avait fait dans une ville à Épernon, eh bien on s'aperçoit que la maladie cardiovasculaire, c'est lié à la fatalité. Et en plus, sociologiquement, la maladie cardiovasculaire est quelque chose qui est compris inconsciemment comme venant de l'intérieur, alors que le cancer est une maladie qui est comprise sociologiquement comme un mal qui vous grignote de l'extérieur. Donc on a envie de lutter contre un mal qui vous grignote de l'extérieur, et par contre, l'idée de lutter contre quelque chose qui est fait de l'intérieur et qui est en plus lié à la fatalité est beaucoup plus complexe. Donc tout ça mélangé explique qu'effectivement la crise a pu apparaître. Alors, je passe aux dégâts. Pour respecter mon temps et qu'on puisse discuter, je vous montre juste le résultat. Donc, une étude française, donc vous savez qu'il y a 68 millions de personnes qui sont à la sécurité sociale en France, que les seuls qui ne sont pas sur la base de la sécurité sociale, ce sont les sénateurs et les députés. Donc ça fait un petit nombre. En gros, il y a une équipe de pharmacologues de Bordeaux qui a regardé l'évolution de la mortalité après la crise médiatique autour des statines.
Et donc ce qu'ils ont montré, c'est premièrement, donc ils ont comparé ce qui s'était passé en 2013 par rapport à 2012, 2013 par rapport à 2012 plus 2011. Et ce qu'ils ont montré, c'est donc il y avait une augmentation après la crise médiatique des statines de 40% des arrêts de statines et une augmentation de 17% de la mortalité. Alors qu'elle était que en 2012, 2011, il y avait eu la crise, il y avait une stabilité sur la prise des statines et une mortalité strictement identique. Donc, augmentation de 17% de la mortalité, qui est une augmentation significative, et cette augmentation de la mortalité, en fait, était confinée dans le tiers des patients à haut risque de faire un accident, ce qui est parfaitement logique. Donc, c'est quand même une illustration assez spectaculaire des dégâts de cette crise médiatique, avec une augmentation de la mortalité. Et si vous calculez le nombre de décès non justifiés liés aux arrêts de statine liés à cette crise médiatique, c'est quand même assez terrorisant. Voilà, donc ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il faut savoir que cette crise, et c'est pour ça qu'il faut s'interroger sur comment elle peut apparaître, ça n'est pas lié à un individu, ça n'est pas lié à un journaliste, c'est vraiment une espèce de cocktail qui provoque ça, et ça n'est pas non plus uniquement en France. Vous avez vu la même crise en Suède, vous avez la même crise en Italie, vous avez la même crise en Allemagne, la même en Angleterre, donc c'est pas spécifique de la France. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas penser que c'est non plus la responsabilité d'un seul individu, ce serait un peu trop simple. Voilà, donc en conclusion, la crise sur les statines elle est particulière en raison de ce contraste majeur entre l'importance de la crise médiatique et ce qu'on appelle en médecine le niveau de preuve très élevé, c'est-à-dire la somme des preuves qu'on a que les statines sont efficaces. Les conséquences de santé publique sont inédites. Il y aura probablement des conséquences aussi sur la diminution de la vaccination, mais en tout cas, c'est la première fois qu'on voit une augmentation de la mortalité au niveau d'un pays liée à une crise médiatique. Elle est source d'aggravation des inégalités de soins, parce que ceux qui sont moins informés, ceux qui sont plus anxieux, vont beaucoup plus vite arrêter leur traitement. Les milieux défavorisés arrêtent plus les traitements que les milieux très informés. Et donc, la dernière phrase, et c'est vraiment ce que je pense, le rôle des associations de patients, votre rôle, le rôle d'ANET, est absolument essentiel pour essayer de combattre et de lutter contre cette désinformation extrêmement délétère. Merci beaucoup pour votre attention et votre invitation. Merci, professeur.